Bonjour Jérôme Hermé. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes directeur fondateur du cabinet d'études et de conseil Francoscopie et vous êtes l'auteur de Francoscopie 2030, publié aux éditions Larousse. C'est un travail encyclopédique de prospective que vous réalisez et actualisez depuis de nombreuses années, 84 je crois. Première édition en 84. Alors vous couvrez un nombre considérable de domaines, l'économie, la technologie, la consommation, les travails ou encore les loisirs. Alors à la lecture de la dernière édition, on ne peut être que frappé par la multiplication des motifs d'inquiétude que vous soulignez, réchauffement climatique, terrorisme, croissance faible ou encore peut-être à un autre niveau, augmentation de l'obésité, restriction des capacités d'expression orale ou écrite. Vous partagez ces sentiments d'inquiétude? C'est quelque chose que vous avez constaté? Est-ce que dans vos précédentes éditions, il y avait autant de motifs d'inquiétude? Il y avait autant de motifs d'inquiétude, mais je les ai moins développés parce que je me contentais de parler du présent. Et là, il s'agit de parler de l'avenir, de se projeter en 2030. Et c'est proche, mais en même temps assez lointain parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Alors c'est vrai que cette anxiété dont vous parlez, elle est alimentée au quotidien par toutes les menaces dont on nous rebat les oreilles régulièrement. Et j'observe, moi, qu'il y a d'abord une opposition assez intéressante du point de vue du point de vue du vocabulaire, entre le climat au sens météorologique qui se réchauffe et le climat social qui, lui, se refroidit. Donc, et malheureusement, dans les deux cas, c'est plutôt nuisible à l'avenir. Alors, les menaces, on les connaît tous. En dehors de l'environnement, il y a le terrorisme, il y a les dérives éventuelles de la technologie avec les robots, avec l'intelligence artificielle. Il y a la menace qui pèse aussi du fait de la technologie sur nos vies privées. Il y a la démographie et toutes les tensions migratoires qu'elle va entraîner. Bref, il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter. Et je crois que cette inquiétude, cette anxiété, elle est augmentée par le fait que c'est une situation qui globalement est inédite. Jamais dans l'histoire on a été aussi préoccupé par l'avenir, parce que d'abord on avait moins de moyens de l'anticiper ou de l'imaginer, ou alors on l'imaginait de façon tout à fait rêvée, il n'y avait pas d'éléments objectifs. Et face à ce déluge de difficultés, de menaces potentielles, il n'y a pas de sens, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va et il n'y a pas de direction qui soit vraiment proposée, à la fois par des institutions publiques, mais aussi par les individus eux-mêmes, les individus qui devraient se responsabiliser, prendre en charge cet avenir, parce qu'ils doivent en être les inventeurs. Donc il est vrai que nous sommes dans une période de transition entre deux mondes, entre deux civilisations probablement, mais face à ces raisons d'être inquiet, il y a aussi, et j'espère qu'on en parlera, des raisons d'être plutôt optimiste. Absolument, vous anticipez la question que j'allais vous poser. Francoscopie 2030, ce n'est pas qu'un tableau noir, il y a aussi des motifs d'optimisme. Il y a beaucoup, et même autant et peut-être plus, je l'espère en tout cas, plus de raisons d'être optimiste. D'abord parce qu'il y a cette prise de conscience dont on vient de parler à l'instant, de tout ce qui nous attend, des défis que nous allons avoir à relever. Défis migratoires, défis économiques, défis écologiques, etc., défis technologiques, beaucoup. Et il y a des réponses possibles dans chacun de ces domaines. On est en train de les découvrir, de les expérimenter parfois. Tout le monde ne le sait pas d'ailleurs, et les médias n'en rendent pas suffisamment compte, me semble-t-il. On nous promet vaguement que dans un horizon indéfini, la technologie va nous permettre de faire la fusion nucléaire, donc il n'y aura plus de problème d'énergie. Il faudra quand même un petit moment avant d'y arriver, donc il faut se préoccuper des énergies renouvelables avant que la fusion ne soit réalisée. Et l'histoire aussi plaide pour nous, pour le progrès. Quand on regarde en arrière, on s'aperçoit que tous les grands défis ont été relevés, et même au-delà, parce que nous n'habitons plus dans des cavernes, nous avons de l'argent, pour la plupart d'entre nous. Nous sommes en meilleure santé. Voilà, l'espérance de vie s'allonge et continuera de s'allonger, manifestement. Même s'il y a de la pollution dans les villes, etc., ça va continuer. Donc il y a beaucoup de raisons d'être optimiste. Il y a toutes les ruptures technologiques qui vont arriver. Certaines d'ailleurs sont déjà non seulement dans les cartons des laboratoires, mais au stade de l'expérimentation.
et vont permettre de résoudre ces problèmes et peut-être de faire encore mieux que tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc, il faut, je crois, d'une part, se doter soi-même d'un devoir d'optimisme, parce que si on n'est pas optimiste, ça veut dire qu'on est pessimiste. Et si on est pessimiste, eh bien, il y a une dimension un peu d'immobilité. Si on est pessimiste, on se dit, il n'y a plus rien à faire. C'est le fatalisme, d'une certaine façon. Et c'est un phénomène qui est autoréalisateur. Ceux qui sont pessimistes ne bougeront pas. Et donc, ils auront eu raison d'être pessimistes, puisque rien n'aura bougé. Dernière question, on comprend bien qu'il y a un déterminant essentiel qui nous fera basculer d'un scénario noir à un scénario moins pessimiste, c'est celui des inégalités. Et à ce sujet, dans votre livre, il y a un encadré qui est très intéressant, qui s'intitule « 3 utopies ». Oui, alors moi j'en ai un peu assez, comme vous peut-être, et comme j'espère beaucoup d'entre nous, de ces dystopies qu'on nous délivre à longueur de journée, nous disant que le monde va s'effondrer. C'est la fameuse collapsologie dont on parle abondamment en ce moment. Quand on regarde des livres de science-fiction ou des films de science-fiction, on nous montre le jour d'après la catastrophe, avec la Terre complètement inhabitable, avec une poignée de survivants qui sont devenus des barbares et qui s'entre-déchirent entre eux. Non, je crois que le monde a besoin d'utopie. Il en a toujours eu besoin à toutes les époques et il a réussi à faire qu'elles se développent. Donc, ce n'était plus des utopies, c'était des réalités. Et on a besoin d'utopie. Alors moi, je propose 3 pistes parmi beaucoup d'autres qui sont possibles. La première, c'est l'utopie d'un transfert de richesse. J'ai simplement observé, comme beaucoup de gens, il y a dans le monde aujourd'hui à peu près 2200 milliardaires en dollars. C'est la comptabilité du journal Forbes qui fait ça tous les ans. 2200 milliardaires qui détiennent à eux seuls 9000 milliards de dollars. Ce qui fait donc à peu près 4 milliards par personne ou par ménage. C'est considérable. Je veux dire, jamais sans doute on a eu de telles richesses aussi concentrées. Si ces gens-là acceptaient, ou si on leur demandait gentiment, mais ce serait encore mieux qu'ils le proposent d'eux-mêmes, de ne garder que, mettons, 10% de leur richesse, ça leur ferait encore 400 millions en moyenne par personne. Je pense qu'ils vivraient quand même très très largement avec 400 millions, même avec 5%, 200 millions par personne. On peut vivre toute une vie même sans travailler, mais ça serait bien qu'ils continuent de travailler parce qu'ils sont utiles à la société. Alors, ça permettrait, les 90 ou 95% qui restent, de lutter d'une part contre les problèmes environnementaux, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, et aussi contre les inégalités. Et puis je pense que, d'une certaine façon, ces gens-là seraient peut-être un peu mieux dans leur peau, plutôt que d'avoir à cacher leur argent, parce que ce n'est pas forcément très bien vu aujourd'hui dans la société contemporaine. Voilà, ça c'est une première utopie. Alors, il y en a d'autres. Il y a le fait qu'on peut demander gentiment, là encore, il ne faut pas faire forcément la révolution et couper des têtes, mais aux entreprises d'avoir une contribution, d'apporter une contribution particulière, spécifique, de solidarité, avec ce qu'on pourrait appeler une flat tax, qui serait momentanée. Alors, on pourrait dire à l'avance qu'elle serait momentanée et s'y tenir, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça permettrait aussi de lutter contre les inégalités, de mieux répartir les richesses, etc. Puis la troisième piste que j'ouvre, c'est celle de l'armement. Les dépenses de défense représentent 1800 milliards de dollars dans le monde, dont à peu près 50% aux États-Unis. On pourrait peut-être, dans le cadre d'une entente planétaire ou quasi-planétaire, progressivement réduire ce stock d'armement qui est quand même terrifiant et l'utiliser à des fins beaucoup plus pacifiques et beaucoup plus utiles. Alors qu'on ne me dise pas que ces utopies ne sont pas réalisables, je pense qu'elles le sont. Il suffit d'avoir un peu de bonne volonté, de bon sens, et puis les choses iront mieux. Elles permettent au moins de souligner qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité du déclin. Et je pense que l'avenir, comme disait d'ailleurs quelqu'un d'assez intelligent en ce qui concerne le présent et l'avenir, Einstein, il disait nous aurons le destin que nous aurons mérité. Ben oui, alors faisons en sorte que ce destin soit positif. Et c'est d'ailleurs la conclusion de votre livre, Gérard Mermet, Francoscopie 2030, publié aux éditions Larousse. Merci beaucoup. Merci à vous.